Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition là, de l'invité du jeudi. Donc ce soir, nous aurons le plaisir d'aborder le sujet des agents conversationnels vus par un statisticien. Donc pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Avner Baren, qui est professeur du CNAM, titulaire de la chaire Statistique et données massives. Euh, Avner est membre du conseil scientifique du Haut Conseil des biotechnologies et ancien membre de la commission spécialisée évaluation, stratégie et prospective du Haut Conseil de la santé publique, ainsi qu'ancien président de la Société française de statistique. Il a publié plus de 120 articles et encadré une quinzaine de thèses. Outre son travail d'enseignement et de recherche en statistique, il s'intéresse à la médiation scientifique autour des mathématiques et il a animé pendant plusieurs années le blog Statistiquement Vôtre, un joli nom du magazine Science et Avenir, et il participe à de nombreuses animations en milieu scolaire ou auprès du grand public, comme ce soir. Avenir, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir et nous vous laissons à présent la parole. Merci Jean-François, merci à tout le monde d'être ici et merci de cette occasion de pouvoir, communiquer autour des agents conversationnels, puisqu'on en entend quand même beaucoup parler régulièrement et encore ces derniers jours. Donc, je vais essayer de vous raconter ce que moi, en tant que statisticien, comment je vois les choses. Donc, je vais pas vous faire un cours de stats. J'espère que vous n'en serez pas trop déçus. On pourrait aborder ces agents conversationnels, donc que ce soit ChatGPT, Sora, etc. On va en discuter d'un tas de points de vue. Donc évidemment, le sujet est beaucoup trop riche pour qu'on en fasse complètement le tour euh, aujourd'hui, surtout en à peu près 1 heure. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner une idée ou au moins un aperçu de ce qu'il y a sous le moteur. Donc concrètement, on voit des voitures et on va voir un petit peu ce qui se passe sous le capot. Alors, dire ce qui se passe sous le capot, ça ne veut pas faire un cours de mécanique ou comment fonctionne un moteur 4 temps, mais par contre, essayer de voir qu'il y a différents types de voitures électriques, diesel, etc., chacune ayant leur avantage, leur inconvénient, et puis qu'est-ce qu'on peut en faire, pas en faire. D'accord. Donc le but est aussi d'avoir, donc puisqu'on parle des agents conversationnels, on va essayer de ne pas avoir une discussion à sens unique. Alors, pour des raisons tout à fait techniques, je ne vois que mon écran, mais Jean-François peut tout à fait faire l'intermédiaire si vous voulez mettre des commentaires ou des remarques dans le chat. Et de toute manière, je crois que nous avons un temps relativement raisonnable de conversation après l'exposé. Donc n'hésitez pas à participer, à interroger, à vous rebeller si vous voulez. D'accord. Alors, bon, avant de. Je pense que la première chose qui est intéressante à faire, c'est de définir de quoi on parle. Donc, un agent conversationnel, hein, il y a plein de mots. Donc là, j'ai repris. Donc là, vous avez 2 morceaux de Wikipédia. Donc le premier est ici, le chatbot. Donc de chatterbot, hein, le fait de chatter, de parler. Et le bot, c'est un programme régulier dans un ordinateur. Donc en gros, c'est tout ce qui va être programme qui discute avec un utilisateur. D'accord. Alors, ça fait un moment que ça existe. On va reprendre un petit peu l'historique. Mais quand même, il y a eu pas mal de révolutions. Et ces révolutions datent principalement des dernières années. Et ça veut dire qu'il y a des modes de chatbot qui étaient, qu'on va dire, un petit peu comment dire, balbutiants d'abord, qui ont après été relativement efficaces, mais extrêmement spécialisés. Ça fait quand même des années que vous voyez un chatbot sur votre banque ou sur des sites de commerce. Hein, si vous avez des questions, posez-moi des questions. En gros, c'est ça qu'on peut voir dans une petite fenêtre. Et puis, je pense qu'il y a eu quand même un grand saut en avant avec ChatGPT qui a été
on va dire, la démocratisation ou la publicisation de ce qu'on a appelé les grands modèles de langage, qu'on appelle en anglais les Large Language Models, les LLM, et qui est une manière de générer des chatbots, principalement, alors avec beaucoup de mots à la mode, de réseaux de neurones, profonds ou pas, de l'apprentissage auto-supervisé, semi-supervisé, non supervisé. Donc, il y a plein de choses, mais vous voyez, on discute de choses qui datent, qui sont apparues en 2018. Donc, 2018, c'était avant le Covid, mais c'est quand même hier, hein. Donc, on est sur des choses, on va dire, actuelles, pour ne pas dire futures, puisque c'est quand même des choses où tous les jours, on voit des choses nouvelles apparaître. Alors, en quoi c'est intéressant pour un statisticien? Donc, la statistique, ça fait longtemps que ça existe, donc je me suis posé la question de me dire, tiens, j'ai juste regardé via ChatGPT ce que c'est, juste pour démarrer un peu la conversation. Donc, on parle de collecte et d'organisation de données. Et donc, le stat de statistique, hein, étymologiquement, c'est l'État. Donc, c'est l'idée que pour avoir une politique de l'État, il faut avoir des indicateurs, même si certains États ont des politiques sans indicateurs. Mais si on veut avoir une évaluation, par exemple, d'une politique publique, il faut avoir une quantification. Et donc, la statistique, pendant très longtemps, ou fondamentalement, a été beaucoup sur des données, on va dire, alors qu'elles soient numériques, qu'elles soient ordinales, mais en gros, quelque chose qui rentrait dans un tableau Excel. Et on va dire que depuis une 30, 40 ans, et de plus en plus aujourd'hui, on a de la donnée, donc de choses qui sont pas qui seront ni numériques, ni quantitatives, ni qualitatives, mais par exemple qui peuvent être des textes, des voix, des images, des électroencéphalogrammes, des films, ce que vous voulez, et donc qui sont autre chose que de l'information de type données. Et donc, ça a posé beaucoup de questions à la communauté statistique, hein, qu'on appelle statistique, IA, etc. Il y a toujours des noms un peu différents. Et puis, effectivement, on ne va pas rentrer dans des querelles de chapelle, hein, ça concerne un paquet comment dire, de spécialités qui ne concernent pas que la statistique, qui la concernent aussi, mais qui ne concernent pas que la statistique. D'accord ? Alors, si en général, ce qu'on appelle le premier chatbot, hein, c'est donc Chatterbot, c'est le fait d'un programme qui discute. Donc, le premier en général qu'on cite, c'est ELIZA. Donc, ELIZA, c'est 1965, donc il y a une soixantaine d'années. Joseph Weizenbaum, qui est donc décédé il y a en gros une quinzaine d'années, qui était un informaticien. Et lui, le but d'ELIZA, c'était de montrer qu'un programme ne pouvait pas imiter un comportement humain. Alors, je vais éviter, au risque de vous décevoir, toutes les discussions sur les tests de Turing, qui ne sont pas inintéressantes, mais ça ne va pas être mon sujet de passer ou non les tests de Turing. Mais concrètement, ce qu'il voulait montrer, c'était que le côté extrêmement rudimentaire d'une interaction entre une machine et un humain. Donc, vous avez en dessous, je ne sais pas, je sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran. Je vais supposer que oui, mais sur le carré en bas à gauche, je vous ai mis un dialogue classique entre Elisa et un humain. Donc, Elisa Oui, se oui, je voulait. confirme qu'on voit bien la souris. Voilà, donc Elisa se voulait un psychologue, un rogérien pour les gens de la psychanalyse, que je ne suis absolument pas, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce que vous voyez, donc voilà, bonjour, je suis Elisa, je suis inquiet. Et vous voyez le fait qu'on va reprendre un mot pour le remettre dans la question, le fait qu'on va transformer les I en OU, et puis quand on ne sait pas trop, on va dire dis-moi-en un peu plus. Et donc l'idée va être vraiment de récupérer quelques mots-clés là-dedans et de faire un dialogue qu'on qualifierait aujourd'hui d'assez rudimentaire. Et ce côté rudimentaire qui était vraiment l'objectif de Weizenbaum pour montrer qu'on ne pouvait pas aller très loin, en fin de compte, c'est complètement retourné contre lui. Donc, pour donner une idée, Elisa, c'est une référence à My Fair Lady. Donc, si vous vous souvenez de My Fair Lady, cette pauvre fleuriste de Elisa Doolittle, qui parle avec un accent londonien très marqué, qui va prendre des cours de diction.
D'accord? Donc, c'est comment on transforme quelqu'un qui parle de manière, on va dire, rudimentaire et dans un style plus chaqué. Et donc, son objectif de montrer que ça ne marchait pas du tout, c'est retourné contre lui. D'un autre côté, prendre Audrey Hepburn comme exemple de quelque chose qui ne marche pas et peut se discuter aussi. Et donc, il y a plein de gens qui ont commencé à raconter plein de choses à Elisa, et en fin de compte, ça a eu le but complètement inverse, exactement comme le Monopoly. Et donc Weizenbaum va passer tout le reste de sa vie, donc les 40 dernières années de sa vie, à lutter contre tout ce qui va être chatbot, intelligence artificielle, alors qu'il a quand même initié le, 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 le mouvement. Donc, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, je vous ai remis le dialogue en bas à gauche. Vous avez un dialogue, bon, bah, à Hello, c'est pas très compliqué, c'est que c'est le début de la conversation, donc il suffit voilà, de remettre une phrase type. Et quand vous avez un truc I want, bah, vous dites What do you want? Et donc vous transformez le jeu en vous ou tu, suivant comment vous voyez les choses, le mon en vôtre, et vous pouvez comme ça faire un dialogue qui va avoir vaguement une tendance humaine. Notez que plusieurs petites choses quand même, donc le côté rudimentaire, voilà. Vous pouvez noter aussi qu'il n'y a pas de mémoire des questions, on ne s'intéresse que à la question qui vient d'être posée, donc on peut reposer 15 fois la même question, ça change pas. Et quelque part, d'expérience, je dirais que c'est une des choses qui, moi, me stupéfait toujours, c'est que les choses très simples, souvent, dans le langage, marchent plutôt pas mal du tout. D'accord? On le verra dans le chat GPT plus tard, mais souvent, c'est des règles assez simples. D'accord? Alors, la deuxième étape, il y en a d'autres moins connues, c'est Alice. Donc, ALICE, c'est un acronyme Artificial Linguistic Internet Computer Entity. Donc, je suppose fortement qu'il y a nos collègues américains sont assez doués dans le marketing. Donc, savoir si on a d'abord eu l'acronyme ou d'abord le nom. Alice, si on reste dans les références cinématographiques, parce que quand même l'IA a inspiré beaucoup de films, et des films ont inspiré la recherche aussi. Alice, là, ce que vous voyez, c'est Her, c'est comment il s'appelle, Joachim, qui parle à une IA, et qui, ce coup-ci, n'est pas Audrey Hepburn, mais qui est Scarlett Johansson. Donc, je vais tout de suite passer sur le côté genré, pour ne pas dire sexiste parfois, des représentations des chatbots. Il y en a des encore pires que ça. Alice, c'est 1995, donc on n'est pas encore tout à fait dans le 21e siècle, mais néanmoins, il y aura eu plusieurs versions, ça, on va le transformer pour des choses qui sont relativement grand public. Et donc là, on est sur les premiers. Donc là, vous avez une démonstration avec un dialogue. Alors on est sur quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus évolué, parce que vous voyez qu'on va commencer à parler de films, Technolus pour ceux qui aiment bien. On va avoir une conversation dans le sens où on ne va pas se limiter à la phrase précédente. On va avoir quelque chose qui est un thème de discussion, donc là sur le cinéma et la science-fiction. Donc on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup, beaucoup plus évolué qu'Elisa. Alors, la première chose qu'on peut faire remarquer, c'est que quand même, donc, peut-être que une partie de l'auditoire n'était pas née en 95, et peut-être que vous n'avez pas encore un ordinateur, mais entre un ordinateur de 1995 et un ordinateur de 1965, il y a un monde qui est encore plus important qu'entre 95 et aujourd'hui. Donc les moyens informatiques ont explosé, et c'est aussi une des choses qui explique le développement des chatbots. Donc la capacité, en particulier, à implémenter des choses dans un ordinateur personnel.
Alors, pour vous montrer un petit peu rapidement les choses, là, on a un dialogue qui a été simulé entre Elisa et Alice, donc entre les deux chatbots dont je vous ai parlé. Et concrètement, bon, voilà, ils se présentent, et ce qu'on voit, bah, c'est qu'à un moment, on va avoir un blocage sur I will, parce que les deux veulent quelque chose et un peu tel des coqs, aucun des deux ne va savoir quoi faire. Donc on a une boucle infinie entre les deux et concrètement une sorte de trou noir des chatbots qui fait que ben, on voit que ça ne marche pas à tous les coups. D'accord. C'est le cas dans Alice et Lisa. On va voir, je vous montrerai des exemples où on peut arriver à ce genre de choses aussi dans des choses très évoluées. C'est juste un tout petit peu plus touchy pour y arriver, mais globalement, on y arrive aussi. D'accord. Alors, je pense que la vraie révolution des chatbots, euh, au moins vu d'un point de vue technique, ça aura été le Watson d'IBM qui a gagné à Jeopardize en 2011. Alors, qu'est-ce que c'est? Jeopardize, c'est la roue de la fortune. Donc, en gros, vous avez des questions et puis il faut buzzer rapidement. Et donc, la rapidité à buzzer, c'est l'ordinateur plus rapide que l'humain, hein. On a vu le niveau 35 de Pac-Man résolu par un ordinateur bien avant d'être résolu par un humain. Je crois que c'est assez récent. Il y a un petit jeune, un ado qui a réussi miraculeusement à battre le niveau 35. Pas sur Pac-Man, excusez-moi, sur Tetris. Mais par contre, résoudre des questions en langage naturel, là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, on n'est pas sur un problème fermé comme pouvait être par exemple, sur IBM, hein, on avait Deep Blue aux échecs, hein, même si c'est des gros ensembles de possibilités, là c'est beaucoup plus gros. Et Watson, ça a été quand même un des programmes, c'est encore un des programmes phares d'IBM qui a beaucoup été utilisé dans la médecine. Alors il y a des débats sans fin, savoir si ça rapporte de l'argent, pas d'argent, etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est une énorme publicité de réussir à battre les champions de la roue de la fortune en langage naturel. D'accord. Alors, juste pour rappeler, hein, ça c'est donc j'ai montré ce que dit IBM. IBM bon, donc présente le principe de la question. Hein. Vous avez une question, puis il faut buzzer le plus rapidement. Sauf s'il y a besoin, je vais supposer qu'on a tous une culture télévisuelle, même si elle n'est pas très développée, qui fait qu'on sait à peu près comment fonctionne la roue de la fortune. D'accord. C'est le premier qui répond qui gagne. Hein, the winner takes all. Ça c'est ce que présente IBM pour montrer son truc. Donc, si vous trouvez ça compliqué, c'est fait exprès. Et si vous trouvez ça embrouillant, c'est fait exprès aussi. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on analyse une question, on décompose la question, on génère des hypothèses, et puis on teste les hypothèses. Et quand on pense qu'on a une réponse avec un degré de confiance raisonnable, eh ben, on donne la réponse, ce qui est à peu près ce que vous faites quand vous jouez à ce genre de jeu, hein, que ça soit la roue de la fortune, comment dire, Trivial Poursuite ou n'importe quel jeu de questions. C'est à peu près le mode de fonctionnement de faire des hypothèses et de répondre quand on pense que nos hypothèses sont à peu près réalistes. Sachant que, évidemment, des fois, on peut se tromper et c'est la vie et c'est le principe du jeu. D'accord. Alors, si on prend la littérature relativement grand public, ou même oui, grand public, ce qu'on voit, hein, c'est que concrètement, le gros truc de Watson, c'est pas d'avoir révolutionné la technique, c'est d'avoir été capable de stocker énormément d'informations, alors que ce soit Wikipédia, etc. Et j'invite tous les gens qui s'interrogent sur ChatGPT à remarquer qu'on s'est posé les mêmes questions quand Wikipédia est arrivé. Tous les étudiants vont tricher, on n'aura plus besoin des journaux, ou je ne sais quoi. Donc, toutes ces questions qu'on a aujourd'hui sur ChatGPT, on les avait sur Wikipédia hier ou avant-hier. Et la vraie révolution, c'est la capacité de stockage. Alors, si je continue sur l'image des ordinateurs il y a quelques années, disons, prenez votre ordinateur d'il y a 10 ans avec votre ordinateur d'aujourd'hui, votre disque dur a été multiplié probablement au moins par 10,
Donc, le disque dur, c'est là où vous allez stocker l'information. Par contre, la mémoire vive, c'est-à-dire ce qui va servir à faire les calculs, elle a augmenté peut-être de x2. Donc, le stockage a augmenté de manière beaucoup plus importante que les capacités de traitement. Et un des succès, c'est la capacité à stocker l'information. On pourrait en discuter très longuement, mais on parle beaucoup de la partie commerciale d'Amazon, par exemple, où on peut commander et avoir le lendemain, je ne sais pas, des lampes pour votre vélo ou des chaussures, je ne sais pas, voilà, ce que vous voulez. Néanmoins, la division qui fait de l'argent chez Amazon, c'est Amazon Web Services, c'est la mise à disposition des ressources informatiques, et en particulier pour le stockage. Ce qui est permis, puisque en gros, on n'a pas besoin de l'ensemble de l'information, des capacités de stockage en permanence chez Amazon. Alors, l'avantage, c'est qu'on apprend des nouveaux préfixes à octets régulièrement, mais voilà, que ce soit des zeta-octets, des téraoctets, des pétaoctets ou ce que vous voulez, concrètement, on est capable de doubler très fréquemment la capacité de stockage et donc d'avoir des bases d'apprentissage de plus en plus grosses. Ce qui ne veut pas dire que l'analyse est beaucoup plus demandante. Alors, on a la révolution, je pense, en 2018 des premiers LLM, et puis c'est apparu sur le marché grand public, je crois, l'an dernier, principalement, un ChatGPT. Donc, je maintiens des chatbots, on en a vu depuis longtemps, mais vraiment, moi, me semble-t-il, c'est la démocratisation de ces chatbots et de leur qualité qui est vraiment la révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser des langages, des modèles de langage évolués de manière très simple, soit gratuitement, soit avec des abonnements qui ne sont pas si importants que ça, une vingtaine d'euros ou de dollars par mois. Donc, on l'a vu sur les textes avec ChatGPT, que ce soit 3, 3.5, 4. On l'a vu sur DALL-E, sur la génération d'images, on a vu des choses très belles. On l'a vu sur Copilot pour générer du texte informatique, mais on le voit sur beaucoup d'autres choses. Et puis, on l'a vu la semaine dernière sur l'apparition de Sora, dont je vous parlerai tout à la fin. Les applications alors, sont multiples, hein, que ce soit en termes d'enseignement pour générer des plans de cours ou des quiz, que ce soit pour du marketing, pour générer je ne sais quoi. On voit des logiciels qui seraient capables de faire un compte-rendu de l'exposé que je vous fais actuellement, donc qui sont capables de transformer, ça fait un moment, la parole en texte, puis de résumer ce texte de manière efficace. Donc ça, on a beaucoup de choses de cet ordre-là. Et donc, on est passé d'une utilisation, je dirais, industrielle, donc grande banque, grande société de marketing, à une utilisation, on va dire, grand public ou petites entreprises. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous faites aujourd'hui, je ne sais pas moi, une appli d'enseignement, vous pouvez la connecter à ChatGPT pour avoir une aide pour vos apprenants. Alors, on peut discuter de tout ce qui est sécurité, etc. On peut discuter de, par exemple, si vous mettez, je sais pas, vos comptes rendus d'entreprise sur le ChatGPT, en termes de confidentialité, ça se discute. Donc, tout ça, je vais passer ces choses-là et on va essayer de discuter un petit peu de ce qu'il y a sous le capot. Alors, je vais prendre un exemple volontairement polémique en m'excusant auprès de mes amis du CNAM Bretagne, qui est le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Donc, j'espère que je ne viens pas d'énerver tout le monde, mais de toute manière, je ne vois pas les réactions, donc je les verrai qu'à la fin. Donc, je vais dire que pour l'instant, tout se passe bien. Donc, classiquement, on a deux grandes familles qui vont être un jeu comme on faisait avec les enfants ou quand on était petit. Le Mont-Saint-Michel est en, il faut deviner le mot d'après. Donc, on parle de modèles souvent autorégressifs, modèles cachés, qui vont dire en gros quel est le mot suivant. Et puis, on a des modèles bidirectionnels type BERT qui, eux, vont regarder toute la phrase, donc qui vont chercher à boucher les trous. Dans cet exposé, je vais surtout vous parler de cette première famille de langages
Donc, on va se poser la question d'où est le Mont-Saint-Michel, et je crains que la réponse soit, comment dire, soit pas, comment dire, j'espère qu'il y aura un consensus sur la réponse. J'en profiterai pour faire remarquer que l'intérêt de l'ensemble d'apprentissage. Il est clair que si je parle au CNAM Normandie ou si je parle au CNAM Bretagne, il n'est pas sûr que j'ai exactement la même réponse. Et là, vous voyez la notion des biais qui apparaît immédiatement. Hein. De la même manière, si je prends comme on fait aux États-Unis, par exemple, les photos d'identité des gens qui ont été photographiés en rentrant dans les pénitenciers pour faire de l'apprentissage, il est clair que je vais avoir des biais de genre, des biais ethniques qui vont apparaître immédiatement. Bon, là, on va avoir des biais entre la Bretagne et la Normandie, et je vais supposer que ça reste raisonnable comme biais. D'accord euh, donc voilà, personne est trop choqué. Alors, on peut se poser, donc si je demande à ChatGPT le Mont-Saint-Michel est en, il va compléter à peu près sur le texte que vous avez ici. Hein, il est en Normandie et c'est pas parce qu'on l'a déménagé, je vous rassure tout de suite, hein, on l'a pas fait passer de l'autre côté de la rivière du Couesnon. Donc, et vous pouvez, il y a un truc qui s'appelle le Playground d'OpenAI. Et ça permet, dans le chat GPT, de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, si vous faites ça, vous voyez qu'il vous dit en gros que le mot suivant, il a 60%, 60,64% d'être norme quelque chose. Je reviendrai sur le fait que norme n'est pas Normandie, ou est une partie de Normandie. Et on aurait pu aussi dire que le Mont-Saint-Michel est en France, ça aurait été consensuel. J'espère. Hein, j'espère qu'on n'est pas sur les mouvements indépendantistes bretons ou normands. Et donc, vous voyez, concrètement, on cherche à prédire le mot suivant. Et ben, le mot suivant, il commence par norme pour. Voilà. Et là, vous voyez que concrètement, on va avoir des discussions sur la température qui est est-ce qu'on choisit le mot le plus fréquent ou est-ce qu'on s'autorise un peu de fantaisie dans la suite, par exemple, de dire que le Mont-Saint-Michel est en France. D'accord là, ce que je vous montre sont des choses qu'on trouve dans le ChatGPT si on commence à poser la question d'aller voir ce qui se passe dans la cuisine de ChatGPT, ce pourquoi il est absolument pas contre. D'accord Donc, je peux essayer de tricher un peu et non pas en creusant une dérivation pour le Couesnon, je suis désolé, ça se verrait pas, mais je pourrais faire, par exemple, le Mont-Saint-Michel est en brr, en espérant qu'il me distingue. Et là, si je fais ça, la réponse c'est le Mont-Saint-Michel est en bref un monastère et un village médiéval, etc. D'accord. Donc, vous voyez que là, je crois que l'affaire est pliée, au moins pour le chat GPT. Vu du côté américain, au moins, le Mont-Saint-Michel est en Normandie. J'en suis vraiment désolé. Vous pouvez noter que ça reste quand même l'un des plus beaux sites touristiques de France, ce qui est tout à fait vrai, quel que soit le côté d'où on regarde les choses. Vous pouvez aussi vous dire que le Mont-Saint-Michel n'est peut-être ni en Bretagne, ni en Normandie. Et si vous vous demandez si le Mont-Saint-Michel est dans les Vosges, alors vous pouvez le faire sur Bing qui réintègre OpenAI. Hein, donc ça, c'est pareil, ça c'est tout à fait public. Donc là, on est sur quelque chose qui me semble intéressant. Si vous lui demandez le Mont-Saint-Michel est-il dans les Vosges, eh ben, il va vous dire que c'est en Normandie, mais qu'il y en a un autre qui est dans les Vosges. Donc, si vous voulez ne pas vous chamailler, et il est, paraît-il, très joli, je m'excuse de ne l'avoir jamais visité s'il y a des Vosgiens parmi l'auditoire, mais vous voyez qu'on peut résoudre ces querelles, je ne vais pas oser dire de clocher sur le Mont-Saint-Michel, mais voilà. Notez que dans Bing, donc au moins une des choses de ChatGPT, c'est d'avoir ressuscité Bing, que beaucoup de gens pensaient mort. Dans Bing, on a ce qui n'existe pas dans le chat GPT de base, on a quelque chose qui donne les références, vous voyez.
Là, ça dit que ça vient de Wikipédia. Et puis là, ça nous dit que ça vient aussi de Wikipédia et du Parc des Vosges. Donc, il y a eu un résumé des. Voilà. Et vous voyez qu'on voit, on voit les références. Et ça c'est quand même un vrai progrès par rapport à OpenAI, donc de pouvoir savoir d'où ça vient. Notez aussi que, en fin de compte, on n'est plus dans l'envoi au site, mais là, on a une réponse. Hein, c'est ce qu'on appelait les réponses zéro clic, ce qu'on avait au début dans Chrome, dans Google, pardon, où on avait des réponses sur le côté. Si je continue dans ce que ça implique, pour des sites qui ne vivent pas de la publicité comme Wikipédia, c'est très bien, parce que ça fait beaucoup moins de trafic sur leurs serveurs. Donc, alors, ça décharge les serveurs de Wikipédia. Donc, concrètement, ça allège le coût de Wikipédia. Si votre modèle économique est de vivre sur de la publicité, vous voyez que là, ça va poser quelques questions et que quand même, il y a beaucoup de sites sur Internet qui ne vivent que de la publicité et que si on n'a plus besoin d'aller sur le site pour avoir la réponse, on va avoir probablement une évolution du modèle économique. D'accord ? Pareil, ce n'est pas le propos ici, mais c'est pour vous le signaler. Ce qui va m'intéresser un petit peu plus, si vous allez sur Bing et donc sur Copilot de Bing, si vous allez sur le Copilot de Bing, vous voyez que vous avez un style de conversation qui est de plus précis, plus équilibré, plus créatif. Et là, je vous rappelle que quand on a demandé le norme était à 60%, donc là, c'est ce qu'on appelle, je reviens en arrière, ça c'est ce qu'on va appeler la température, c'est ce qui fait qu'on va choisir plus ou moins avec plus ou moins le choix le plus naturel ou qu'on va choisir avec une probabilité plus ou moins importante une des autres réponses possibles. Donc, quand on dit que c'est créatif, donc concrètement, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de chances ou une probabilité plus élevée de choisir parmi les réponses alternatives. D'accord ? Donc, on appelle ça la température. Hein. La température, c'est un truc qui dit, si vous mettez une température proche de zéro, vous choisissez le mot le plus probable, donc dans le cas du Mont-Saint-Michel norme. Et si vous choisissez une température plus élevée, vous allez avoir quelque chose qui va être plus libre, plus inattendu, pas toujours cohérent. D'accord ? Donc là, calibrer la température d'un modèle autorégressif, c'est tout un travail. D'accord ? Notez que le but, c'est de trouver le mot suivant. Alors, trouver le mot suivant, on va continuer à aller un tout petit peu dans l'arrière-cour de... Donc, on a regardé le playground, qui disait en gros la probabilité du mot suivant. En gros, les modèles de langage ne sont pas basés sur les mots. Alors, on parle souvent de back-hours, ce genre de choses. C'est une fausse manière de voir les choses. Donc, si vous regardez cette partie-là à droite, le tokenizer, donc si vous mettez le Mont-Saint-Michel est en Normandie, ce que vous avez, c'est un découpage des mots. Alors, pourquoi vous avez un découpage des mots ? Excusez-moi. Le découpage des mots, il correspond non pas à des... Oui, c'est ça, les tokens, donc les jetons, ça s'appelle en anglais. C'est une manière de découper les mots en morceaux. Et vous voyez, vous pouvez même le faire, donc là vous l'avez en token, vous pouvez aussi l'avoir en token, donc soit en texte comme ici, soit en token ID comme ici, ça veut dire que chaque morceau que vous avez là a un identifiant. Et concrètement, le modèle autorégressif, vous avez vu, quand j'ai mis le Mont-Saint-Michel est en, ce qu'il a choisi à l'après, c'était Norme, c'est pas Normandie. Donc il choisit le token suivant. Donc le découpage d'un texte en token, c'est tout un travail et c'est un travail qui est compliqué. Alors, je ne vais pas vous dire le truc, mais ça a plein d'avantages. Je vais peut-être le garder ici. C'est que, en gros, plus j'ai un vocabulaire important, on a vu qu'on allait prendre des textes de plus en plus importants. Si vous découpez en termes de mots, vous allez avoir de plus en plus de mots et donc vous allez devoir choisir le mot suivant parmi un ensemble de mots qui va être de plus en plus grand. Alors, je ne sais pas combien il y a de mots dans la langue française, mais probablement quelques dizaines de milliers. De mémoire le plus gros. Donc, pareil, ce que je discute là s'applique dans les langues type français, anglais, on va dire indo-européennes. Si on parlait du chinois, on serait sur des questions extrêmement différentes puisqu'on n'a pas ce découpage en mots dans les langues basées sur les idéogrammes. Donc, l'idée de découper comme ça en token, c'est ce qui va te permettre d'avoir moins de choses qu'un mot.
Par exemple, si vous prenez anticonstitutionnellement, je vous ai pris cet exemple-là, vous pouvez le décomposer et vous allez voir le ment va être la notion d'adverbe, l'anti la notion de préfixe. Donc vous voyez qu'on va pouvoir comme ça jouer beaucoup plus facilement sur les préfixes, sur les suffixes, sur les formes des mots, hein, ce qu'on va appeler la lématisation ou la stématisation, le fait de regrouper des formes différentes. Donc, par exemple, étudier, étudiant, étudiera, etc., et les études. Donc, ça permet de pouvoir avoir beaucoup plus de liberté pour travailler sur les formes diverses des mots. Et donc, ça simplifie beaucoup le vocabulaire. Alors, la manière de découper, c'est tout un travail dont je ne parlerai pas ici, mais c'est quand même un travail important. Donc, sur un mot qui peut être dû à une faute d'orthographe, qui peut être dû à une écriture particulière, on pourra avoir une compréhension basée sur les tokens qu'on n'aurait pas sur le mot intégral. Voilà. Donc, ça simplifie ce qu'on appelle le dictionnaire, c'est-à-dire l'ensemble des possibles. Ça permet de travailler sur des parties de mots et ça permet d'insérer des mots inconnus. Et ce découpage en tokens est un gros travail. Donc, il y a plein de manières de le faire, mais ça demande un travail assez fin. Alors, l'autre chose dont on parle toujours, et vous avez vu sur le premier transparent, hein, quand on parle des LLM, on parle de réseau de neurones. Alors, pareil, on pourrait faire largement plus qu'une heure sur les réseaux de neurones. Donc, quelle est l'idée? Donc, les réseaux de neurones sont beaucoup arrivés dans l'image, d'accord, vraiment les années 90, on a vu apparaître les premiers modèles d'image. Donc, vous avez une image, c'est des points, hein, ce qu'on appelle des pixels. On transforme ces pixels en nombres. Ça peut être des niveaux de gris, ça peut être des niveaux de couleur, ça peut être ce que vous voulez. On parle de neurones parce que concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des couches, c'est-à-dire qu'on va faire des transformations de ces entrées. Et de ces transformations, on va les retransformer jusqu'à un moment où on va avoir ce qu'on appelle une fonction de choix. Et là, ça va nous dire, c'est un chat ou c'est pas un chat. Donc ici, c'est un chat, oui. C'est une voiture, oui. C'est un chat, non, c'est pas un chat. Et donc, quand on fait ça, on va faire ce qu'on appelle une rétropropagation de l'erreur, c'est-à-dire qu'on va réentraîner le modèle pour pouvoir avoir chat, voiture et chien. Et c'est pour ça qu'on va avoir des modèles extrêmement lourds, parce que on va avoir des modèles qui nécessitent des grosses bases d'apprentissage. Et pareil, là, on pourrait parler de la notion de données. Hein. Certains vont parler de la donnée comme de la ressource et de côté un petit peu, comment dire, utilisateur de la donnée parfois publique. On va avoir aussi le besoin de réapprendre ces modèles, et ces modèles, ils sont souvent en millions, milliards, plus souvent maintenant des milliards de paramètres. Donc, on a une lourdeur, un coût informatique, un coût, d'utilisation de temps machine, donc d'électricité, qui est énorme. Alors là, il y a des débats sans fin sur l'IA sobre, etc. Donc, deux écoles, comme on dit, si je veux rester neutre. Il y a ceux qui disent qu'on a eu besoin de ces modèles-là pour s'apercevoir qu'il y avait du réchauffement climatique, et d'autres qui disent utiliser toute cette énergie pour voir des photos de chats, quel est l'intérêt? Je ne prends pas parti là-dedans, juste pour vous dire que c'est une technologie, et à partir du moment où c'est une technologie, on peut l'utiliser de manière utile, inutile ou bénéfique, maléfique, ce que vous voulez. Et là, il y a des gens qui sont largement plus compétents que moi pour discuter de ces problèmes importants, qu'ils soient environnementaux ou éthiques. Si on parle du langage, en général, on fait ce qu'on appelle un prolongement lexical, le word embedding. Donc, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais on va avoir des règles. Hein. Donc là, je vous ai montré deux règles. Roi moins homme plus femme. Si on dit qu'un roi, c'est pas un homme, mais c'est une femme, ça s'appelle une reine. Et si je dis que Paris, c'est pas la France, mais c'est en Ukraine, là, on voit la notion de capitale qui arrive, et donc Kiev, capitale de l'Ukraine. Donc, on va avoir, en plus de ces règles, de ces fonctions, on va avoir un jeu de prolongement lexical. Et ces modèles de réseau de neurones de traitement automatique des langues vont chercher à inférer le mot suivant. Donc, le chat mange, qu'est-ce qu'il mange? Il mange
la souris, ou il va manger, est-ce que il va pas manger le roi et il va pas manger Cambronne non plus. Donc, on va chercher le mot le plus fréquent. L'ordre lexical, souvent, et la sémantique sont assez faibles. On peut avoir du parsing, etc., mais beaucoup de modèles, en fin de compte, ne s'intéressent même pas à l'ordre des mots, et on voit ce que ça fait. D'accord ? On peut avoir aussi une rétropropagation, alors avec un facteur humain, c'est le truc très à la mode. C'est-à-dire qu'en gros, on va demander dans l'industrie du clic, on paye des gens pas très cher pour repérer des erreurs, et c'est aussi ce que vous faites quand dans un CAPTCHA, vous rentrez des lettres où vous dites est-ce qu'il y a un vélo sur l'image, vous aidez à entraîner des modèles derrière. Il ne faut pas croire que vous faites ça gratuitement. D'accord ? D'un côté, si vous le faisiez dans un truc comme le mécanique ou des choses comme ça, vous le feriez pour pas très cher non plus. Donc voilà. Alors, il y a eu une révolution en 2017, parce que quand même, jusque-là, ça marchait moyennement. Donc là, je vous ai mis un exemple avec le chat poursuit le rat et puis il l'a mangé. Le il, on peut se demander qui c'est. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise extrêmement fréquemment. Hein. Pierre a acheté un chien, il est bête. Enfin, qu'est-ce qui est bête, le chien ou Pierre, ou les deux? D'accord. Donc là, on ne sait pas, et on a eu ce qu'on appelait des modèles d'attention. C'est-à-dire de dire que le mot important, c'est le chat. C'est ce qu'on appelait les transformers chez Google. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne très rapidement sur une phrase, hein, parce que concrètement, quand je dis cette parole du dédain, Titanic, Cambronne, ne la jette pas seulement. Si je m'arrête à ne, Cambronne ne, donc si je n'ai pas intégré Les Misérables dans ma banque de données, si j'ai intégré Les Misérables, c'est facile parce que je retrouve la phrase et je sais que c'est cette phrase-là, donc je vais avoir une forte probabilité que ce soit là. Mais ça pourrait être le dédain que je jette. Donc Cambronne ne le jette pas seulement à l'Europe, est-ce que c'est là ou le ça nous semble évident parce que concrètement, le mot important dans la phrase, c'est cette parole. Et donc, c'est ce que vont faire les transformers de Google, c'est d'avoir ce qu'on appelle une couche d'attention, c'est-à-dire quelque chose qui dit qu'est-ce qui est important dans la phrase ou pas. Et à partir du moment où on sait ce qui est important, et ben, cette résolution de ce genre de mots va être beaucoup plus simple parce qu'on va pouvoir prolonger en disant ce qu'on veut représenter, c'est la parole. Ce n'est pas le dédain qui est moins important dans la phrase que cette parole. D'accord ? Donc tout ça, il y a un aspect technique que je vais vous passer, mais gardez à l'esprit qu'on est en 2017. D'accord ? Donc là, on a quelque chose qui commence à se rapprocher assez de ce qui est vraiment une phrase. Et les transformers de Google, dans les modèles de langage, il y a un avant et un après. D'accord ? Vous voyez l'importance des jeux d'apprentissage. Donc là, je vous montre un exemple qui vient de GameFAQs, qui est une société à la mode. Donc, eux proposent des jeux. Donc, vous avez des prompts, vous avez des questions et vous avez des réponses. Et à partir de là, vous pouvez entraîner vos modèles avec des nouvelles questions ou des nouveaux jeux de dés. Et vous voyez, on a des jeux de données ici. On a à peu près 2 millions de lignes. Donc, on a 2 millions de prompts, en gros, qui sont dessus. Donc, quand vous rentrez dans ChatGPT des phrases, vous entraînez ChatGPT, c'est pas scandaleux, hein. Modulo le fait si vous voulez pas entraîner avec des choses que vous voulez pas publiques. D'accord ? Ça, c'est la chose que je voudrais vous donner. D'accord ? Alors, ces modèles de langage, ces grands modèles de langage, ils ont des contraintes techniques fortes parce qu'on est sur des milliards de paramètres, on est avec d'énormes corpus et c'est très cher. Alors, par exemple, bon, on peut parler, là je vous ai parlé du coup, mais concrètement, ChatGPT 4 a mis du temps à sortir, et on a sorti ChatGPT 3.5, parce que concrètement, le succès a été tel que les ordinateurs d'OpenAI étaient saturés, et ils n'avaient plus les moyens d'entraîner ChatGPT 4. Et l'arrivée de Microsoft au sein d'OpenAI, ça a été d'offrir du temps machine. Quand on dit qu'ils donnent 10 milliards, en réalité, c'est surtout du temps machine qu'ils donnent pour des sommes assez importantes, et c'est principalement ce qui leur a servi à mettre au point Watson. On peut noter que le côté modèle libre d'OpenAI,
dans l'open source, il y a évidemment tout un côté extrêmement généreux et utile et important de partage de la connaissance, qu'il soit pour améliorer les choses, qu'il soit pour le bien public. Quand Elon Musk finance OpenAI, il ne faut pas croire que c'est uniquement pour le bonheur de l'humanité. C'est aussi une manière de lutter contre une position assez dominante de Google. Et on voit que dans les moteurs de recherche, qui est quand même le cœur du métier de Google, vous avez vu dans Bing, on va poser des questions. Et si je vous ai dit qu'on pouvait passer du texte, de l'oral au texte, je ne serais pas contre l'idée de se dire que dans quelques années, on n'aura plus de clavier sur nos ordinateurs. Et qu'on fera tout en langage naturel, ou au moins une grande partie, et exactement comme on a eu des lecteurs de disques qui ont disparu, il est loin d'être impossible qu'on ait une disparition progressive des claviers ou au moins un rôle moins central. Parce qu'aujourd'hui, un ordinateur, on a les tablettes, mais ça ne remplace pas quand même complètement un ordinateur. Et surtout, on ne lui parle pas un langage naturel, sauf peut-être des choses comme Siri ou Alexa, qui se développent, mais pareil, qui ont des utilités, on va dire, connexes aux ordinateurs. Alors, on a beaucoup discuté par ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, qui est justement d'apprendre de ses erreurs. C'est ce qu'on dit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Et l'idée, c'est comme je vous ai montré sur ces modèles de rétropropagation de l'erreur, on va avoir un réapprentissage du modèle à partir des erreurs. Alors, ce qui a lancé ça, c'est vraiment AlphaGo, qui était... on a eu quand même un pays qui savait à peu près pas jouer au Go, les États-Unis, qui a fait un modèle qu'on pensait plus puissant que les meilleurs asiatiques. Donc, on ne pensait absolument pas que le Go irait aussi vite, mais on ne pensait surtout pas que ça viendrait d'un pays américain. On pensait plus voir ça du côté chinois. On voit des robots, si vous avez vu Boston Mechanics, les Boston Groups, on voit aussi des robots qui marchent, qui courent, qui sautent, on en voit dans tous les sens. Je passe le fait que Boston Group, leur grand business, c'est quand même l'armée. Donc on va aussi probablement voir des choses qui, donc l'aspect éthique, voilà, c'est pas mon domaine, mais je le signale quand même. Et puis, on voit un retour des humains pour savoir ce qui est une erreur ou ce qui n'est pas une erreur, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça coûte moins cher de demander à un humain que ça me coûte en électricité d'entraîner un système complexe, style des modèles de langage. Donc cet apprentissage par renforcement est extrêmement utilisé et donc voilà, je ne vais pas en parler beaucoup plus. Donc, dans les modèles conversationnels, on est vraiment sur du texte et vraiment l'innovation, autant ELISA, ça se voulait un psychiatre, je vais dire à 2 balles, c'était comme ça que c'était vendu. Aujourd'hui, on est sur des choses extrêmement ergonomiques. ChatGPT, c'est extrêmement simple à utiliser. On voit aussi le fait que les problèmes qu'a eu Microsoft, par exemple, sur ses premiers essais de dérive des utilisateurs, on le voit moins parce que il y a quand même des garde-fous qui apparaissent de plus en plus, même si on peut discuter de ces garde-fous. L'arrivée la facilité à générer des deepfakes ou ce genre de choses va évidemment augmenter, mais on voit des choses qui sont de plus en plus faciles à utiliser. D'accord ? Alors, quand on dit que c'est facile à utiliser, ça veut dire qu'on veut des choses qui satisfassent l'utilisateur, c'est le principe commercial, et il va falloir quand même séparer, un peu se demander la différence entre la véracité d'une réponse et la satisfaction de l'utilisateur. D'accord ? On pourrait prendre des exemples. C'est sûr que si j'avais voulu satisfaire le CNAM Bretagne, j'aurais dit que le Mont-Saint-Michel était en Bretagne, ce qui n'aurait pas été vrai, mais aurait fait peut-être plaisir à une partie de l'auditoire. Donc,
Donc, attention, la véracité, c'est pas parce qu'on vous répond des choses, exactement comme quand vous discutez avec quelqu'un, il faut garder un aspect critique par rapport aux réponses et on va le voir rapidement. Donc, attention à efficacité versus exactitude. J'insiste sur comment dire, la vraisemblance des textes, évidemment la qualité des corpus, et vous voyez bien que le monde anglo-saxon a des corpus beaucoup plus importants que, je ne sais pas moi, le serbe ou le croate, hein, pour ne pas prendre de parti, ou des langues moins écrites, comme, je ne sais pas, certaines langues africaines. Donc l'importance des corpus est fondamentale, et cette utilisation des corpus que je vous ai montré à travers la tokenisation est tout aussi importante. Alors, on voit beaucoup de choses apparaître, et c'est toujours compliqué de garder le fil des choses. En gros, les GAFA sortent à peu près. Google avait quand même une longueur d'avance. OpenAI a rebattu les cartes. On voit passer au Japon des premiers essais sur des langues asiatiques, apparemment assez concluants. On a entreaperçu des choses chinoises aussi. On, on voit en général que ces choses-là sont utilisables pour des, alors payants ou pas payants, mais on ne voit pas de choses qui soient vraiment hors de prix actuellement. Hein. J'ai considéré que 20 dollars par mois, si vous avez une utilisation industrielle, vous montez votre boîte et vous voulez faire, ça vous coûtera moins cher que d'avoir une ligne client, et ça ira plus vite. On voit des choses, on voit une inflation en milliards de paramètres qui est juste hallucinante. Hein. On est à des centaines de milliards de paramètres, donc on est sur on peut parler de boîte noire, je crois, à ce moment-là. Voilà, je pense qu'on ne peut pas. Donc, je vais peut-être me focaliser un petit peu sur OpenAI, et je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer pour. Donc, je dois avoir encore une petite dizaine de minutes, c'est ça, Jean-François, pour finir. Donc, Oui, bien sûr, oui. Sans cette problème. petite dizaine de minutes, je vais vous montrer un truc qui s'appelle le problème de l'escargot. Alors, c'est toujours compliqué de faire des exemples sur ChatGPT parce que ça évolue, donc la répétabilité est très compliquée. Hein. Moi, la première fois que j'ai essayé ChatGPT, j'ai demandé comment on faisait une omelette aux œufs de vache, et on m'a expliqué qu'on prenait les œufs de vache et qu'on cassait les œufs de vache dans la poêle. Mais ça marche plus. Hein. Il a compris que les vaches ne faisaient pas d'œufs, ni en Bretagne, ni en Normandie, ni ailleurs, je vous rassure tout de suite. Donc, le problème de l'escargot, ça, c'est un truc qui marche encore assez bien. Donc, le problème de l'escargot, comme il l'explique, en gros, on a un escargot qui, au fond d'un puits, il monte la journée, il descend la nuit, et la question, c'est de savoir au bout de combien de jours il va sortir. D'accord ? Alors, vous pouvez lui demander, un escargot, il est au fond d'un puits de 10 mètres, il grimpe de 3 mètres la nuit et il glisse de 2 mètres quand il dort le jour. Au bout de combien de jours il va sortir? D'accord? Et donc, je vais spoiler le truc. Au bout du 7e jour, il sera à 7 mètres. Et là, la nuit, il va monter à 10 mètres. Et une fois qu'il est arrivé en haut du puits, hein, donc, c'est fini. Il ne va pas redescendre une fois qu'il est en haut du puits. Et ça ne marche pas dans le chat GPT. Vous voyez. Donc, ce qu'il va faire, il va vous dire que lui, la progression d'un jour, c'est A moins B. Donc, c'est 3 moins 2, c'est 1 mètre. Donc, il faut 10 jours. Vous voyez, là, on a un très joli raisonnement, faux. Hein, ça rappelle les copies d'étudiants de certains étudiants. Et on a l'impression que c'est juste, mais concrètement, c'est n'importe quoi. D'accord? Si c'est pas clair que c'est n'importe quoi, il faut se signaler. Donc, Jean-François, c'est bon pour tout le monde? Visiblement, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Donc, voilà, on peut aussi poser la question de manière directe. On dit, voilà, réponds uniquement avec le nombre de jours. Donc là, c'est le même énoncé. Et là, il va vous dire qu'il faut 8 jours, parce que le 7e jour, il a 7 mètres, il arrive à 10. Et donc, vous voyez que si vous lui demandez un raisonnement, si vous lui demandez combien de jours, il va vous faire un raisonnement foireux et une réponse fausse. Si vous lui demandez uniquement le nombre de jours, il vous donne le nombre de jours. C'est quand même, c'est assez étonnant. Et si vous le faisiez, si vous preniez ça et que vous le faisiez dans DeepL pour l'avoir dans une autre langue, et ça marche suivant les langues.
de traduction, ça donne plus ou moins le bon résultat. En général, comme les chiffres sont sous la forme chiffres arabes, même si c'est dans une langue un peu du chinois, par exemple, bah, vous retrouvez s'il y a 8 ou 10 et c'est facile de voir s'il y a raison du temps. Alors, vu que c'est faux, bah, on va voir, hein, on va lui demander sur 5 mètres. 5 mètres, bah, il grimpe 3 mètres, il descend 2 mètres, combien de jours il faut, pas, et il vous dit 5 jours. Donc là, il refait une erreur. Pourquoi ça marche avec 10 jours, pourquoi ça marche avec 3? Vous voyez que c'est quand même c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et donc, vous lui demandez, ben, OK, il grimpe 3, combien il faut de jours? Ben, il vous dit, il grimpe 1 mètre chaque jour, donc il faut 5 jours. Donc, je continue, je lui dis un pot de 3 mètres. OK, il descend de 2, combien il vous faut? Ben, il lui faut 3 jours. Donc là, vous voyez bien quand même que s'il fond de 3 mètres, il monte de 3 mètres, il arrive en haut du puits, en une journée, il est sorti. D'accord? Et donc, vous pouvez lui demander d'analyser le problème. Vous lui demandez ce qu'on appelle de prendre un peu de recul. Et vous lui demandez d'analyser. Et donc, il l'analyse et il vous refait ce raisonnement foireux du puits de 3 mètres. Donc, on va continuer. Vous pouvez lui demander de ne pas répondre à la question, mais de vous donner le raisonnement. Et ça c'est intéressant, parce que suivant les jours, moi je l'ai fait sur plusieurs fois, donc là, il va vous donner une fausse réponse qu'il explique, progression nette, profondeur du cours, calcul du jour, super joliment structuré, mais malheureusement, il lui faudra 3 jours. D'accord? Et donc, vous pouvez lui demander, est-ce que tu es certain? Donc, il fait comme les étudiants, non, c'est que j'ai dû me tromper, puis il vous redit la même réponse. Vous pouvez lui demander où il est le deuxième jour. Le deuxième jour, il vous le dit, il a une hauteur de 3 mètres, il va reglisser, donc il repart. Donc, le fait qu'il sorte du puits n'arrête pas notre escargot. D'accord? Et on peut continuer comme ça un petit moment. Donc, je vais essayer de pas cramer le temps qui reste avec tout ça, pour vous dire qu'on peut continuer un bon moment avec ChatGPT pour essayer de lui faire sortir la bonne réponse. Donc, il va pas, mais il va insister qu'il lui faut 3 jours si le puits fait 3 mètres et qu'il monte de 3 mètres la nuit. D'accord? Alors, on est vraiment. Alors, en termes d'enseignement, c'est quelque chose qu'on connaît. Hein. Ça, il a appris un exercice et il le récite par cœur. Il comprend rien à rien. Et la variation autour d'un problème va complètement Donc, on ne résout pas un problème logique. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'on a un jeu de mémorisation. De la même manière, si vous demandez le jour d'une date célèbre, vous aurez probablement le bon jour. Si vous demandez, je ne sais pas, quel était le 6 juin 44, il va vous dire. Mais si vous lui demandez le 24 mars où il ne s'est rien passé, ben là, il va y avoir plein de réponses et probablement qu'il y a moins de chances qu'elles soient justes. D'accord? Donc, dévier d'un problème classique, c'est compliqué pour le ChatGPT. D'accord? Et évidemment, je ne suis pas le premier à m'en être aperçu. Hein, donc, la capacité à utiliser des bons prompts pour arriver à la bonne réponse va être fondamental. Alors là, on est sur la version payante de ChatGPT. Si vous lui demandez de décrire la raison, donc il fait les mêmes erreurs sur la version payante. Par contre, si vous lui demandez de décrire le problème, là, il va le décrire de manière un peu plus détaillée. Et entre autres, il va inclure des cas spéciaux. Et le cas spécial le cas spécial qui nous intéresse, qu'il est déjà sorti du puits. D'accord? Et là, si vous lui demandez ça, après, si vous lui demandez de répondre à la question, là, il va trouver la bonne réponse. Et ça, c'est quelque chose qui vient de sortir dans le modèle de ChatGPT, donc, qui est ce qu'on appelle le step-back prompting, qui est comment encourager à prendre du recul sur une question pour arriver à un niveau d'abstraction. D'accord? C'est paru en octobre 2023, donc vous voyez, je vous parle. Donc ça, c'est un graphe qui est sorti, qui vous explique de la même manière sur les températures et la gravitation, comment faire prendre du recul. Donc je ne vais pas développer les choses. Si vous avez envie, vous irez trouver sans souci sur Archive, excusez-moi, sur Archive la publication. Mais l'idée du step-back prompting, c'est quelque chose qui normalement devrait à terme permettre d'utiliser un peu différemment ces modèles-là. Alors, pour finir, puisque je pense que sur une heure, je dois être exactement dans les temps, ce qu'on a vu arriver, donc je vous ai montré sur les textes, là, on voit arriver, donc Sora, c'est
pour ceux qui ont vu, c'est paru, moi j'ai vu ça il y a quoi, une semaine, peut-être deux maximum. On a un système de prompt. Donc là, vous avez un prompt de Sora. Et ce prompt génère une vidéo. Donc là, vous voyez, hein, ces petits chiens qui jouent dans la neige et on veut que ils secouent la neige. Vous voyez, ça, c'est à partir d'un prompt. Pour ceux qui sont habitués à l'image, vous voyez la qualité des poils qui sont pas simples, la qualité de la neige. Donc, on a un petit peu de flou sur certaines zones, mais concrètement, on a une qualité d'image qui est quand même largement supérieure à ce qu'on voyait sur Dali ou sur ce genre de choses, et surtout sur des films. Pour ceux qui sont sur la constitution des poils en artificiel, il y a une très belle sculpture en verre au musée des Arts et Métiers, que je vous encourage à aller voir, justement d'un lion avec une reconstitution en verre des poils de ce lion. Ça a pris 25 ans à l'auteur. C'est splendide. Là, vous voyez, sur un prompt, on arrive de manière quasiment immédiate à des images. Alors, on voit aussi des mammouths dans la neige, on voit des gens se promenant dans des villes imaginaires ou non imaginaires. Et je crois que tous les gens qui ont vu ces démonstrations, pour l'instant on ne peut pas encore y accéder, ça a un côté assez bluffant. Donc tout ça pour dire que ces modèles de langage, on les a vus pour générer du texte. Aujourd'hui, depuis hier, et vraiment c'est tout récent, on les voit pour générer du film. Donc, on pourra discuter sur les modèles. Pour l'instant, on ne les connaît pas. On pourra discuter de comment on va générer des deepfakes de manière encore plus marquée. Donc, comment on va avoir de l'information fiable. Ça va être clair. Et ces modèles sur l'image vont probablement aussi nous permettre d'être utilisés dans d'autres domaines, et comme toute technologie, pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Voilà, je vous propose d'arrêter ici pour qu'on garde du temps pour les questions. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Je suis tout oui. Je vais arrêter le partage pour revenir sur l'écran Teams. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Avner. Franchement, c'était extrêmement intéressant de comprendre la conception de ces fameux modèles de langage. Une première question de Garcia qui demande est-ce que l'utilisation justement de ces modèles est encadrée par l'État? Est-ce que c'est surveillé par la CNIL? Voilà, une première Alors, question. donc, oui et non. D'abord, c'est une excellente question. L'Europe s'est quand même beaucoup intéressée à la protection des données, donc le RGPD, le Règlement général de protection des données, qui quand même définit ce qu'on peut faire ou non avec des données, même si on voit des choses pas toujours claires. On a une forme d'encadrement sur le European Act, dont la France traîne un peu les pieds pour l'adopter sur le principe que ça entraverait le développement commercial et industriel d'un certain nombre de startups. Vous noterez la neutralité avec laquelle je dis ça. Si vous voulez mon avis, pour moi, on est exactement dans la même situation qu'avant les lois sur la presse. On voit au XIXe siècle, et c'est très bien raconté par exemple dans Balzac, dans Les Illusions perdues, à quoi servait la presse au XIXe siècle. Elle servait à discréditer des gens, elle servait à faire passer des rumeurs, et puis on a eu quand même tout un mouvement de nettoyage et d'encadrement de la presse, qui était une révolution aussi technologique à l'époque, qui n'empêche pas la presse à scandale, qui n'empêche pas les fausses informations, mais qui les encadre quand même largement plus qu'elles n'ont pu l'être à une époque. Donc, on voit des choses au niveau européen, certains États, dont la France, traînent les pieds pour l'adopter. Après,
de manière très honnête, on ne voit pas tout ce qui s'y fait. Et là, c'est aussi la première fois qu'on voit des sociétés avoir autant de pouvoir sur l'information. Et autant on a eu peur pendant longtemps, on a encore peur de certains États. Hein. La Russie et l'Ukraine, surtout la Russie, en est un exemple parfaitement clair actuellement. On a vu des groupes, des organisations assez importantes qu'on a pu combattre au nom de valeurs démocratiques. Rien ne dit que cette facilité, on n'aura pas demain des groupes beaucoup moins structurés avec ce genre d'utilisation. Donc oui, il y a des volontés d'encadrement. Je crois pouvoir dire qu'on en est encore au début. J'ai répondu à la question de Garcia ou... Il semblerait. Une question également d'Antoine. Que pourrait apporter Je suis d'accord qu'Audrey Hepburn est une fantastique actrice. Une question d'Antoine. Que pourrait apporter un chat GPT-5 de plus par rapport à un chat GPT-4? Est-ce qu'il y a déjà des annonces là-dessus? Alors, honnêtement, moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu, et l'arrivée de Sora chez OpenAI pourrait faire imaginer, pourrait amener à penser que on est passé de modèles de langage sur le texte à des modèles de langage générant de l'image, ce qu'on a vu entre, en gros, ChatGPT 3 et par exemple, si on reste dans OpenAI, DALL-E. Là, on a vu aussi Midjourney, on a vu quand même un certain nombre de choses. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de se recentrer sur l'image? Là, c'est au-delà de, je sais pas. La vraie réponse, c'est je sais pas ce que pourrait apporter de plus. Moi, je crois sincèrement qu'on va passer de. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Je veux dire, on a eu. Voilà. Quelle que soit la. Je remercie Jean-François pour mettre pour la partie technique sur Teams, mais on vient de passer 2 ans en visio intense avec le Covid, et on est quand même sur des outils extrêmement rudimentaires. Teams ou Zoom existaient avant, donc on les utilise plus, c'est vrai. Qu'est-ce qui dit que demain, on n'aura plus de clavier, mais peut-être qu'on aura résolu les problèmes de la tour de Babel et on pourra parler chacun dans notre langue et se comprendre de manière complètement fluide. On voit on commence à voir des vidéos de traduction en direct et ça marche. Donc peut-être, soit on aura comment dire, plus de choses sur le texte. Alors, dans les nouveautés de ChatGPT 4, l'historique de recherche devrait être intégré. Alors, l'exemple qui est donné, hein, vous noterez, moi, je n'ai pas d'avis sur la question, mon avis n'a pas beaucoup d'intérêt, mais par exemple, ça dit, si vous voulez un résumé de votre... si vous voulez un résumé de votre... de vos comptes rendus de réunions qui soient sous forme de liste et non pas sous forme de texte, il s'en souviendra et il vous le proposera. Ne me demandez pas si c'est un progrès fondamental. Je ne fais pas tant de comptes rendus de réunion que ça. Mais donc, voilà, je pense peut-être dans des domaines particuliers. Mais je ne sais pas. Mais je ferais plus faire des choses comme l'image, personnellement. J'ai une petite question, moi-même technique. Vous avez montré sur une slide le pourcentage de réponses obtenues sur ChatGPT. Comment est-ce qu'on peut obtenir ce type d'affichage? Est-ce quelque chose qui est à la portée de tous sur ChatGPT? L'affichage, le playground et le tokenisateur, Oui, exactement. c'est tout à fait atteignable. Hein. C'est tout à fait. C'est public. C'est public. Alors, je vais voir C'est un si. plugin peut-être qui est incorporé Non, peut-être? non, non, non. Même pas? Là, hop, alors, toc. Alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Toc. Donc, le playground, je peux même vous mettre. Alors, je ne vais pas faire les deux, mais voyez, je vais vous mettre le playground. Vous voyez, je vous l'ai mis dans la conversation.
Et le tokenisateur, alors, il faudrait que je le retrouve, je ne l'ai pas tout de suite, je suis un peu désolé, mais Ok, non, c'est des outils, c'est des outils ChatGPT. d'accord. ChatGPT, on a une API, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Hmm. On peut soulever en partie le moteur. J'insiste sur le en partie, parce que OpenAI s'était construit sur l'idée de l'open source et a changé son modèle sur le principe qu'il ne voulait pas favoriser la création des deepfakes. Hmm. Voilà, pareil, je reste factuel. Oui. Alors d'ailleurs, il me semble avoir entendu parler du fait que OpenAI souhaitait intégrer dans les métadonnées des étiquettes qui indiquent que, par exemple, les vidéos générées par Sora ou les images générées par Dali seraient justement étiquetées dorénavant, faites par une intelligence artificielle. Je crois que c'est Oh, une fonctionnalité qu'ils souhaiteraient ajouter. Mais bon. oui, 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 d'avoir des choses sur certains pixels. Donc, oui, après, c'est un jeu du gendarme et du voleur. Donc, Hmm. C'est certain. Alors, on a beaucoup de questions sur la gestion de l'énergie par rapport à ça. Est-ce que les récentes évolutions amèneront ces LLM à être moins énergivores? Et une deuxième question un peu en lien, une question d'Hervé qui nous demande les contraintes énergétiques pourraient-elles être un frein au développement croissant de l'IA? alors, oui, dans les deux cas. Oui, dans les deux cas, parce qu'il y a un coût de l'énergie, il y a aussi un coût de construire des serveurs avec des limites qu'on pense physiques, par exemple sur les microprocesseurs. Euh, Après, on voit des formes alternatives. Il y a des espoirs sur des formes alternatives. On parle de l'informatique quantique pour les calculs. On parle du stockage sur ADN de l'information. Donc oui, il y a un coût énorme. Euh, Quand on parle d'informatique dématérialisée, le cloud, etc., ça veut dire qu'on rematérialise ailleurs et donc il y a un coût énorme et les data centers sont un pourcentage énorme de l'utilisation de l'électricité aujourd'hui. Donc oui, on peut penser que ça va être un frein. Euh, Ce qui veut dire que soit ça va ralentir, soit on va chercher des méthodes alternatives. Et la notion des IA sobres, pour employer la terminologie, euh, est quand même un domaine qu'on voit assez clairement actuellement. Euh, oui, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Il y a un coût environnemental qui est ce que je vous ai dit. Hein, après, si c'est pour faire des modèles pour travailler sur le réchauffement climatique, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que si c'est pour liker des photos de chats. Donc, on est dans une économie extractiviste. Hein, donc la donnée est vue comme une ressource et on extrait quel que soit le coût. Voilà. Donc, je peux pas dire plus que ça. Mmh. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Microsoft, change un petit peu sa politique, notamment sur les licences d'utilisation, je crois notamment avec l'éducation. On peut se demander si c'est pas justement pour peut-être offrir plus de serveurs pour OpenAI. Est-ce que c'est pour faire une mise à disposition un peu plus large? Je ne sais pas s'il y a un lien. On Mais pourrait déjà se poser la question comment dire, du partenariat entre Microsoft et l'éducation nationale, mais c'est une autre discussion. c'est ça. Une autre question de Catherine, comment s'assurer de la véracité des réponses si le LLM ne donne pas des sources? Peut-on espérer que les références sources soient systématiquement fournies à terme? Est-ce que vraiment on s'engage vraiment dans cette voie-là, heu, sur la durée? Alors, ce que je vous ai montré, c'est que, comment dire, c'est que par exemple dans Bing, vous avez les références.
dans ChatGPT, il n'y a pas les références et quelque part, c'est compliqué parce que ce découpage, euh, quelque part, il pose des questions sur ce qu'est une référence. Parce que quand vous dites le Mont Saint-Michel est en, ben vous prenez le mot le plus fréquent. Donc, quelque part, les références, c'est la majorité des réponses que vous avez. Vous voyez que dans Bing, on a plutôt une notion de synthétiser l'information. Et donc là, on a des références. Ce que je vous ai montré dans Bing, hein, que vous pouvez utiliser, ce que j'ai fait, c'est vraiment comment dire, une utilisation basique de Bing. Donc ça, vous pouvez tout à fait le reproduire. Donc là, on a effectivement une source. Dans le chat GPT, vous n'en avez pas, et à partir du moment où vous n'en avez pas, c'est peut-être aussi à vous de vous interroger sur la pertinence du modèle et d'aller chercher les sources, quoi. C'est quand vous lisez le journal, vous pouvez aussi vous interroger sur la véracité de l'information. Donc oui, il faut rester, il faut rester, il faut pas poser son cerveau à côté, quoi, tout simplement. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Une question, existe-t-il des équivalents français de ChatGPT? Alors, ça a été discuté. Je crois il y a eu alors, il a été rapporté où il y a eu comment dire, notre président Emmanuel Macron a dit souhaiter l'arrivée d'un chat GPT français. On a vu un chat GPT japonais, je pense que c'est à cette occasion-là où ça a été, où ça a été mentionné. On va voir, ce que ça va donner. Est-ce que ça veut dire qu'on veut se baser sur des corpus français? Est-ce qu'on veut se baser sur des règles de grammaire françaises? Euh, le découpage, le découpage des mots en anglais, par exemple, quand je ne vais pas de la tokenisation, la césure en anglais n'a rien à voir avec la césure en français. Hein, en anglais, on découpe à la syllabe. Euh, Pas en français, on découpe au milieu de la syllabe. Donc, si vous prenez par exemple un mot comme therapist, par exemple, vous avez coupé the rapist, donc le violeur. Donc, vous avez passé du médecin au violeur. Donc, vous voyez que la tokenisation risque de vous changer sensiblement le sens d'un certain nombre de phrases. Donc il y a une adaptation. Euh, il y a l'air d'avoir un discours indiquant des prémices d'une volonté politique. Voilà, pareil, on va voir ce qui est mis en face et comment c'est fait. Une question également de Philippe. Les réponses étant en partie fondées sur des éléments statistiques, s'oriente-t-on vers un appauvrissement ou une uniformisation des réponses des agents conversationnels? Euh, on peut avoir des réponses autres que ceux des agents conversationnels. D'abord, ça c'est la première remarque. On a le même problème sur les moteurs de recherche. Ce que ça vous donne, c'est les réponses les plus, ce qui est considéré comme les plus pertinentes. Et je crois avoir fait justement un passage sur la différence entre les réponses attendues et les réponses utiles. Donc, il y aura appauvrissement si comment dire, le jour où on ne discutera qu'à travers des agents conversationnels. Donc, si vous prenez par exemple l'exemple de votre banque, vous allez probablement poser d'abord les questions. Des fois, ça va suffire pour savoir, pour repérer dans le site. Je ne sais pas, vous avez oublié votre numéro de carte bleue. Dire, comment je retrouve mon numéro de carte bleue? En général, ça marche. Et puis, si vous avez des questions concernant, je sais pas moi, un crédit immobilier, à un moment, vous allez passer, comment dire, vous allez passer sur une conversation téléphonique. Donc, plutôt qu'un appauvrissement, ce que ça montre, c'est qu'une partie de la conversation qu'on peut avoir n'est pas extraordinairement, comment dire,
original. On n'est pas encore tout à fait dans des blagues générées par un chatbot, le ton ironique ou je ne sais quoi. Donc, oui, j'ai vu passer que Mistral AI travaillerait sur le sujet. Je n'ai pas vu de choses pour l'instant sorties. Pareil, on entend parler de. On ne sait pas trop où ça en est. Voilà. Mais probablement qu'on l'aura, oui. Donc, c'est pas tant que. Je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un appauvrissement. C'est plutôt que la base des réponses pauvres, qui est concrètement ce qu'on avait dans les facs, hein, les frequent ask question, qu'on avait donc les bases de données questions. On va avoir un truc un peu du même ordre, c'est-à-dire que la base pauvre va être plus facilement utilisable. Je dirais plus ça comme ça. Il faut rester optimiste là-dessus. À chaque, pour répondre à Philippe, à chaque révolution technologique, on a eu des prédictions négatives. Et il faut être très clair, ces prédictions négatives se sont en général produites. Mais il y a plein de choses positives qui ne sont pas arrivées. On peut penser par exemple au monde d'imprimerie, on a dit que ça va être une horreur parce que les gens n'iraient plus à l'église, ne croiraient plus en Dieu, et on se demandait ce qu'ils en deviendraient. Et je pense que pour un certain nombre de gens, on est capable d'occuper nos dimanches matins autrement qu'en allant à l'église. Donc voilà, ça peut être vu comme une horreur ou autre. Ça, c'est vous qui voyez. Il y avait une partie qui était très intéressante sur le fait que les sites présentant des publicités ne seraient peut-être plus référencés et que ça pourrait changer en fait un peu l'aspect économique de l'Internet. Donc là, dans les pratiques des internautes, actuellement, beaucoup de Français utilisent Google pour chercher des réponses. Est-ce que justement, on peut imaginer qu'à terme, les internautes délaissent Google pour aller chercher des réponses sur ChatGPT ou Copilot? Est-ce que cela peut aussi impacter le référencement payant, qui reste quand même un modèle économique très important pour Google? En gros, est-ce Alors, que Google est réellement menacé par tout ça? Alors, quand on va sur les blogs Google, donc les gens de Google ont des blogs souvent intéressants, pas plus ou moins, souvent intéressants. Et moi, une des choses qui m'a frappé, c'est que Google est obsédé par ces disparitions. Google est persuadé, et quelque part, quand on est le premier, ben, on ne peut que descendre, donc on ne peut qu'avoir peur de disparaître. On a vu Netscape disparaître, hein, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que quand ChatGPT est sorti, on a vu ce qui s'appelle une alerte rouge chez Google, qui est donc une vraie menace, une menace importante, hein. C'est comme les alertes météo, pour prendre un exemple aujourd'hui. Donc oui, il y a une vraie menace. Et par exemple, ce que je vous disais sur Bing, qu'on pensait complètement disparu, renaît à travers ChatGPT. Donc oui, on peut imaginer une remise en cause que les cartes soient rebattues. Oui, il y a d'autres produits qui amènent quand même des choses chez Google. On peut penser à Maps, par exemple, qui est intégré, qui est voilà. Mais oui, il y a probablement une évolution du modèle économique demain. Et c'est clair que dans OpenAI, il y a quand même une attaque frontale de Google aussi, il ne faut pas le cacher. Une autre question. Suite à l'exercice du droit d'opposition par un auteur d'une œuvre intellectuelle refusant l'utilisation de son œuvre par ChatGPT et le consort, comment le modèle peut-il être entraîné sans cette œuvre protégée et quid des coûts induits pour les nouveaux entraînements des LLM suite à ces oppositions? Alors, excellente question. La question qui est sous-jacente, c'est qu'est-ce que la donnée et comment on entraîne. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de, comment dire, de discours sous-jacent qui est
qui est, ben voilà, ce que je disais, c'est une logique. La donnée est une ressource, on extrait cette ressource, on exploite ces ressources, donc et quelque part le coût environnemental, le coût du droit de la propriété, le coût de tout ça. Et on a vu différents mouvements de protestation. Donc sur le droit d'auteur, évidemment, on a vu des oppositions, mais on a vu aussi, par exemple, les scénaristes d'Hollywood se mettre en grève. On a vu des batailles entre comment dire, les éditeurs de presse et Google. On a vu un certain nombre de discussions suite justement à la monétisation de l'œuvre intellectuelle, qu'elle soit le journal, qu'elle soit un film, qu'elle soit une œuvre autre. Je pense que c'est une des questions. Alors, il y a eu une proposition à un moment d'être propriétaire de ces données et qu'on puisse les vendre. Donc là, j'ai donné ce qui est mon avis. C'est l'idée de discuter avec Google me paraît quand même un marché de dupes. Il y a quand même un rapport de force qui est entre l'individu et une multinationale qui est quand même pas très favorable. Et puis, moi, je ne sais pas toujours ce qu'est une donnée personnelle, c'est-à-dire votre nom de famille ou le mien, hein, c'est pas la question. C'est une donnée personnelle, mais c'est une donnée partagée entre un certain nombre de gens. Donc, voilà. Alors, à la fois, par exemple, on se pose beaucoup de questions sur la propriété. Ça ne dérangeait personne d'avoir son nom, pardon, ça ne dérangeait que peu de gens d'avoir son nom dans le bottin avec son adresse et son numéro de téléphone. Euh, donc, le modèle de la donnée et comment on peut l'utiliser, c'est pas nouveau. Et c'est clair qu'il va falloir que ça soit un petit peu clarifié entre ces entreprises et que, voilà, que l'État à un moment intervienne. Et je pense que ça fera partie de la partie régulation pour répondre voilà, à la question. Il y a une nouvelle question de Martine également. Quel UE du CNAM à suivre pour bénéficier de ce type d'enseignement? Et attention, pour des non-statisticiens. Alors, il y Alors en a là, plein, il y en a plein des UE pour ça. Il y en a plein. Je ne peux que pousser les gens. D'abord, je ne peux que faire la publicité des UE du CNAM et du CNAM en général, qu'ils soient en Bretagne, à Paris ou dans d'autres régions. On a quand même pas mal d'UE d'introduction soit au stats, soit à l'IA. Donc là, regardez sur le catalogue, puisque ça dépend beaucoup et de comment dire, votre domaine. Hein. On peut penser à des gens qui vont aller vers le marketing, d'autres qui vont aller vers la protection des données, d'autres qui vont aller vers le côté statisticien. Et donc là, ça dépend un petit peu de où vous venez et où vous voulez aller, mais il y a quand même une offre extrêmement variée. J'en profite pour dire à Stéphane, que je salue au passage, que oui, il y a des travaux sur l'unlearning, effectivement, où on peut retirer des choses, exactement comme sur les sites web, on avait des balises pour ne pas être référencé. Donc, c'est des choses qu'on a déjà entreaperçues. Mais oui, on voit apparaître des choses. C'est clair que la propriété de la donnée est une question qui va réapparaître dans les temps, oui, rapidement. D'accord. eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie infiniment pour cette présentation. C'était extrêmement enrichissant, très intéressant. Et puis, bah, du coup, je souhaite à tout le monde une très belle soirée. Nous nous retrouvons dans un mois pour faire des premiers pas de la Lune vers Mars, me semble-t-il. Donc, ce sera un autre sujet abordé. Alors, je regarde d'ailleurs, voilà, la date du rendez-vous à noter sera donc le jeudi 28 mars avec Francis Rocard, l'homme sur Mars en passant par la Lune. Voilà, donc n'hésitez pas à noter ce rendez-vous le jeudi 28 mars. Et très belle soirée à toutes et à tous. Et merci encore, Avner, et à très bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à toi, Jean-François. Et bonne soirée à tout le monde. Et peut-être à bientôt dans les yeux du CNAM. Au revoir.
Au revoir.